Bonjour, je suis Claire et bienvenue à tous. Atypique People est le premier podcast qui donne la parole à tous ces hommes et ces femmes qui se sont toujours sentis en décalage, les zèbres, que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de haut potentiel, surdoués ou encore précoces. Leur QI est souvent aussi démesuré que leur vie. Ici, vous découvrirez des témoignages inédits. En écoutant ces histoires, vous rirez peut-être, parfois même ils vous toucheront, mais ils ne vous laisseront jamais indifférents, car ils sont si différents. Parce que la différence se partage, bon voyage dans le monde sensationnel des atypiques avec Atypique People. Cette semaine, voyagez dans la peau d'une femme zèbre. Elle s'appelle Isabelle. Son histoire pourrait se résumer au titre du best-seller de Raphaël Giordano « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Pendant 30 ans, Isabelle a enfilé son costume de caméléon pour se faire accepter par les autres. En effet, la suradaptation est une des particularités des zèbres et encore plus des femmes haut potentiel. Alors pour plaire, Isabelle a côtoyé la perfection dans tous les domaines de sa vie. Mais à quel prix ? Sans savoir qui elle était vraiment, ou plutôt sans oser le montrer. Jusqu'au jour où elle a porté la vie. C'est la grossesse et ses hormones qui lui ont fait découvrir un autre monde, celui où le regard des autres n'existe plus. Mais après la naissance, les hormones redescendues, cette parenthèse enchantée disparaît. Et Isabelle se retrouve dans un chaos, partagé entre celle qu'elle a toujours été et sa véritable identité qui ne demande qu'à s'exprimer. Elle se croit alors tombée dans la folie. Et c'est en allant consulter des psychologues qu'Isabelle découvre qu'elle est en réalité différente. Oui, différente par son mode de fonctionnement. Elle vient d'être détectée au potentiel. Ce petit mot devient alors une grande clé de lecture, comme elle dit elle-même, qui va venir apaiser et ranger peu à peu ce chaos pour laisser place à une vie bien différente, sa deuxième vie. Et moi, je suis impatiente de faire la rencontre d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Claire. Alors Isabelle, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Donc j'ai 31 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant 2 ans. D'accord. Effectivement, c'est très peu de temps après sa naissance que j'ai découvert que je faisais partie d'une grande famille, il paraît. Quel est le nom de cette grande famille pour toi ? Tu te dis que... On va dire les atypiques, les zèbres, les surdoués, les HPI, les HQI, les tout ça. Moi, je préfère m'identifier dans ceux qui pensent un peu différemment, qui ont eu peut-être des parcours de vie un peu plus écorchés, un peu plus difficiles. Personnellement, moi je ne m'expliquais pas vraiment pourquoi ça marchait pas si bien pour moi que pour les autres, ou en tout cas pourquoi j'avais l'impression d'avoir plus de difficultés à rentrer dans le moule, on va dire. Rentrer dans le moule, et Ouais. c'était quoi comme type de difficulté auquel tu fais référence ? Les émotions, l'impression d'avoir envie de pleurer, on va dire, à pas mal d'occasions pour des choses vraiment toutes simples. C'était quoi par exemple comme exemple ? Par exemple un film, Le Cercle des Poètes Disparus, tiens, ça c'est un des films qui m'avait vraiment marqué. Je sentais plein d'émotions, j'avais envie de me monter sur la table en même temps que je pleurais quand je les sentais connectés à des choses, quand ils se révélaient, quand ils faisaient ce qu'ils aimaient vraiment. Et ça m'avait vraiment transportée et j'avais l'impression de vivre le truc vraiment plus intensément. Donc ça c'est vraiment pour le côté émotionnel, et puis tout ce qui est aussi les pensées. L'impression de penser tout le temps, de penser à plein de choses, de se poser des questions, mais d'où l'on vient, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, c'est quoi l'univers ? Enfin, je posais des questions comme ça très très tôt. En fait. Et ça, c'était petite et adulte encore, ces pensées étaient toujours envahissantes pour toi ? Alors, en fait, très petite, oui, beaucoup. Et puis, à la période du collège, en fait, je me suis rendu compte que si je continuais à rester avec des choses trop envahissantes ou à poser trop de questions ou à sortir un peu de la norme, j'allais être rejetée. C'est un peu ce que j'ai vécu. C'est ce que toi, tu pensais ? Ouais, c'est ce que... En fait, je me rappelle très bien de m'être formulée, d'avoir dans ma tête une pensée très claire qui disait « Soit tu t'adaptes, soit tu seras rejetée toute ta vie, tu seras seule. » T'avais quel âge à peu près ? J'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Tu faisais ce qu'on attendait de toi ?
C'était un peu ça. C'était un peu ça. Parce que pour te raconter le contexte, je suis l'aînée de ma famille et mon père était l'aîné de sa famille. Donc on a un peu cette idée de l'aîné, il montre l'exemple, il fait les choses comme il faut, il fait bien. Donc en fait, j'ai joué à la fois ce rôle d'aîné, donc de modèle qui essayait de faire ce qu'il fallait dans la famille, et puis à la fois celle qui s'adaptait à la société, parce que suivre un modèle qui fonctionne bien, c'est-à-dire avoir un travail, avoir des enfants, avoir une maison, etc. Fallait cocher un certain nombre de cases. Avoir un diplôme, aller loin dans des études, pour pas déprimer, avoir des amis. J'ai essayé de comprendre tout ce que ça avait comme composantes, et j'ai essayé de les atteindre en fait. Et alors c'était difficile pour toi de rentrer dans ces cases, comme tu dis, ou ce moule que tu expliques? Difficile dans le sens où je me suis sentie très seule. Parce que je comprenais pas, j'avais l'impression de vivre un décalage. J'avais pas l'impression d'être si différente. En fait, je mettais ça sous le compte de je suis l'intello de service en fait. Parce que comme je suis une bonne élève et que je réfléchis bien, je me pose peut-être trop de questions et du coup les gens m'excluent un peu parce que on n'a pas envie d'être amis avec l'intello de service, quoi. Ça me demandait pas mal d'efforts d'observation ou de comprendre comment ça fonctionnait. Et après, c'est devenu une seconde nature. Et c'était quoi les codes que tu as essayé de décrypter? Les codes, c'était, par exemple, il fallait parler des garçons, il fallait écouter les dernières musiques à la mode, il fallait regarder des séries débiles, enfin voilà, c'était un peu, tu vois, les codes sociaux de l'époque. Pour faire comme les autres, en fait. Pour faire un peu comme les autres, ouais. Et pour pouvoir, comme ça, dans les conversations, placer comme ça... ah bah oui, vous avez vu hier, il s'est passé ça. Ah ouais, toi aussi, t'as vu... La famille à laquelle j'appartiens, c'est la famille des caméléons, clairement. Hein. Ouais. Enfin, je trouve que j'ai une capacité d'adaptation. J'arrive à comprendre n'importe quel environnement dans lequel j'arrive, et m'y adapter, comprendre les codes, les réutiliser derrière. Est-ce que le fait d'être caméléon rejoint le côté de pas savoir dire non, du coup? Ah bah oui, parce que en fait, comme tu comprends les attentes des autres, tu dis, j'ai pas de raison de pas y répondre. Et puis aussi le besoin de créer une relation. J'ai dit, j'avais pas du tout envie d'être isolée. Donc je me suis dit, pour que les gens m'aiment et restent avec moi, il faut que je réponde à leurs besoins. Et alors j'entends que pour que les gens m'aiment, c'était finalement la plus grande peur qui motivait cette suradaptabilité. Ouais, alors je sais pas si c'était la plus grande, mais elle était bien présente en tout cas. C'était vraiment ça. Et en fait, le truc insidieux, c'est pour pas être seule. Et je me suis du coup jamais vraiment retrouvée seule avec moi-même, parce que j'avais peur d'être seule avec moi-même. En fait, je m'étais pas rendu compte que je me fuyais ou que j'avais pas envie de ces moments-là de moi avec moi, quoi. Ou de me découvrir qui j'étais sans les autres, en fait. Et alors, tu as fait ton parcours professionnel. Et comment ça s'est passé dans ton parcours professionnel avec le patron? Alors déjà, moi je travaillais avec une personne senior. C'était lui qui devait m'apprendre le métier. Et en fait, très très vite, c'est moi qui lui donnais des techniques pour aller plus vite ou pour travailler différemment. Et en fait, comme lui, il était sur des acquis que moi je découvrais, lui il est resté un peu sur ses acquis et moi je me suis vraiment adaptée, encore une fois, la super adaptabilité, à ce qu'on me demandait. Et donc du coup, je savais lui répondre ou lui dire, mais non, là il faut faire ci, là c'est ça qu'on nous demande. Je me suis rendu compte que j'avais une sorte de cycle, c'est-à-dire que pendant 3 ans j'apprenais, je découvrais, et puis après j'arrivais sur une phase de lassitude, en fait, où j'avais tout compris. J'avais compris les grandes lignes, j'avais compris où ça me mènerait si je continuais, et c'est là où en général je commençais à vouloir changer. Et j'étais vraiment assez à fond dans le travail à ce moment-là, c'était ça qui était une grosse partie de ma vie. Et moi justement, dans cette idée d'être dans un monde, d'être adapté à un monde, je me suis mis à faire, à mettre, effectivement, être plein dans l'action, à essayer de poser des choses un peu matérielles. J'avais l'impression que j'étais... Dans le faire et pas dans le être. Ouais, mais même que dans le faire, je le faisais pas bien. Je sais pas comment te dire, mais je me suis dit, voilà, je compense effectivement en étant dans l'action, en faisant, mais tout ce qui est approcher vraiment comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, mes intuitions, tout ça... J'avais plus l'impression que ça m'enfermait dans un monde, dans mon monde, et du coup ça me coupait du monde relationnel que j'avais réussi à tisser. Je savais que une vie harmonieuse de famille, ça m'attirait, donc qu'est-ce que je peux faire pour arriver à cette harmonie. Et finalement, en fait, je pense que j'avais une nature vraiment très très yin. Bon, comme je pense toutes les femmes zèbres, on a vraiment une sensibilité à fleur de peau, et pour le monde amical ou le monde amoureux ou le monde professionnel, j'ai l'impression de ne pas avoir été complètement moi-même dans la relation, parce que je savais pas jusqu'où je pouvais aller. J'avais l'impression aussi que si j'étais trop moi,
Les gens allaient prendre peur ou allaient me lâcher. Donc il y a eu vraiment ce faux self qui s'est construit comme ça, avec une image de moi qui était assez proche de ce que je ressentais à l'intérieur, mais pas non plus complètement barrée, parce que sinon j'avais l'impression que... Donc tu cachais une petite partie de toi, tu dissimulais de peur que ça t'isole des autres. Oui, exactement, de peur d'être rejetée, toujours pareil, de peur de pas répondre aux attentes que les autres avaient de moi. Et alors, au moment où donc, tu tombes enceinte, cette grossesse, que se passe-t-il avec ta féminité, les hormones, ton yin? Est-ce que d'un coup, il prend une place? Alors, je sais pas si c'est le yin qui a pris sa place, mais d'un coup, mon cerveau qui était toujours en ébullition, qui réfléchissait toujours à comment faire, des stratégies, etc., ça s'est vraiment mis en sourdine. Tout ce qui pouvait être questionnement... Mais finalement, est-ce que tu es vraiment heureuse? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Mais t'es pas à ta place. Enfin, tu sais, la petite voix qui te juge, la petite voix qui pense, Là, ça a été, mais non. Silence, ouais. Et tu dirais que ta grossesse, elle était comment, si tu devais mettre un mot Ça a été une grossesse sereine. Ça a été une grossesse... C'était juste, une grossesse juste. Et est-ce que ce sentiment de serein, juste, c'est la première fois de ta vie finalement que tu sentais un espèce d'alignement? Ouais, alors comme ça m'a tenue pendant 9 mois, si tu veux, ça a été quand même sur la durée, quoi. Et moi, j'ai un peu cette tendance à pas tenir sur la durée, c'est-à-dire quand je commence à faire des bonnes résolutions, je fais ça 3-4 jours, allez un peu plus, et après j'arrête, parce que je me lasse. Et puis quand je commence un bouquin, des fois je le finis pas, et puis... Donc la constance, ça a toujours été un problème. Et là, pendant 9 mois, il y avait quelque chose qui me tenait, qui m'a permis de vivre ça, mais très sereinement, très posément. Je me suis dit, moi, mon esprit contrôle pas, mais là, c'est mon corps qui prend le relais. Et j'étais émerveillée par cette capacité de mon corps à s'adapter à ce qui arrivait, alors que j'avais jamais été enceinte, tu vois, mais vraiment de me dire, t'es programmée pour que tout se passe bien, donc laisse faire. T'as lâché le contrôle en fait du cerveau, quoi. Moi je vivais dans ma tête, c'était ma tête qui décidait, ma tête qui menait. Là ça s'est vraiment descendu au niveau du ventre et du corps. Et là c'est comme j'ai laissé mon ventre faire. Et puis cet état-là perdure ou perdure pas? Que se passe-t-il? Au moment de la naissance de mon fils, il y a eu une première cassure ou quelque chose qui a fait glurp, je sais pas comment dire autrement, mais c'est que en fait je voulais pas savoir le sexe de mon enfant et je m'étais projetée avec les 2 possibilités. Sauf que les 2 possibilités étaient devenues très vivantes dans ma tête. Et quand mon fils est né, que c'était un garçon, j'ai dû faire le deuil d'une petite fille. Parce que du coup, je m'étais projetée avec les 2. Alors que c'était irrationnel. Je savais bien que j'avais qu'un seul enfant. Mais ça, du coup, c'est un peu comme si mon cerveau avait repris le dessus. J'ai un peu bugué en fait. Tu vois, je suis restée un peu en mode, ok, donc j'ai mon fils, mais j'ai pas de fille. Forcément, j'en ai qu'un. Donc je m'y attendais. Mais du coup, ça m'a fait quelque chose. La chose qui a été difficile, c'est de se dire, celui qui était dans mon ventre, c'est le même que celui qui est sorti. Et parce qu'en fait, je l'avais... dans mon ventre, il y avait plein de choses à y projeter. Et puis au moment où il naît, il apparaît, on se rencontre, il fallait que je fasse l'ajustement. C'est le même, tu vois. Oui. Et du coup, ça m'a pris un peu de temps aussi de me rendre compte. C'était toi qui étais dans mon ventre. Donc, parce que tu idéalises, tu idéalises ton enfant forcément, ou tu projettes comment il va devenir, et puis tu le vois, donc du coup, il te ramène à la réalité. Donc, ça a été d'apprivoiser cette réalité, en fait, et de me dire, à l'intérieur, c'est pareil qu'à l'extérieur. Et donc, j'accueille, j'aime, je soigne. Je sens quelque chose un peu déceptif. Qu'est-ce que tu attendais tout de suite dans l'instant? En fait, je m'étais dit, l'amour, le lien entre une mère et son fils, c'est incomparable. Ça doit avoir quelque chose de supérieur, Et en fait, j'ai été confrontée à cette simplicité que j'avais pas envisagée, tu vois, intellectuellement parlant. Et c'est en vivant cette simplicité que je me suis dit, mais c'est ça le bonheur en fait, c'est de vivre quelque chose de simple sans s'attendre à ce que ce soit autrement, vraiment en faisant taire ce mental qui projette, qui veut, qui calcule et qui planifie toute ta vie finalement, et le lâcher pour vivre juste l'instant de, là, juste, c'était vraiment dans l'instant. Là, il a besoin de quoi? Il a besoin de ça. Là, il a besoin de ça. Et en fait, d'être sur des
petits instants présents comme ça qui se superposaient. Ça a été encore une fois quelque chose de très nouveau. Et alors je dis pas que c'est pas dur, hein. Parce qu'après il y a eu un moment difficile justement. Tu sais pas si tu fais bien, et puis la petite voix se réinstalle finalement petit à petit. Je suis pas restée dans ce côté un peu primaire, finalement je l'ai pas gardé. Après l'accouchement, j'ai pas réussi à le tenir très très longtemps. Il y a quelque chose qui revenait en mode mais tu t'es sûre que tu fais bien, parce que la petite fille modèle, la petite fille parfaite, c'est devenu je dois devenir une mère parfaite. Et ça je l'avais pas senti s'installer. Donc je dois être une mère parfaite, mais je dois toujours continuer à être une bonne collaboratrice parce que j'avais mon travail, et une bonne épouse, et une bonne sœur, et une bonne fille. Et en fait, le cumul de ce que je devais faire de bien, c'était tous les engagements que j'avais un peu pris pour répondre aux besoins des autres. Là, ça m'en faisait un nouveau, quoi. Je dois être une bonne mère. J'étais plus dans le naturel de la grossesse, j'étais revenue dans mon monde avec un rôle en plus finalement. Ça devenait difficile à porter. Et là, il y a un truc qui a commencé à s'installer où je me sentais en perte d'énergie, je me sentais pas bien. Et il y a un élément qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est que j'avais peur de lancer mon fils par la fenêtre. Donc c'est un truc, c'était très précis, je me voyais jeter mon fils par la fenêtre. Et j'en avais une peur folle. En fait, j'avais peur de devenir folle au point d'en arriver à faire ça qui était... Parce que trop de pression, tu te mettais trop de pression. Ouais, certaines. Je sais pas si c'était la pression, mais j'avais l'impression de devenir folle et que cette folie pourrait me conduire à ce genre de choses. Et ça te hantait Ah ouais, ça a commencé vraiment à s'installer. Je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi je pense ça ? Qu'est-ce qui fait que je pense ça alors que tout se passe bien ? T'as tout ce que tu veux, t'as tout ce dont tu rêves, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? Et c'était à quel moment ces pensées-là, quand il pleurait ou la nuit ? Ah non, c'était pas dans les moments où justement je devais agir et faire quelque chose pour le calmer. C'était quand j'étais toute seule avec moi-même. Ouais, tu pouvais réfléchir. Quand je pouvais me poser et quand je pouvais réfléchir, quand je me posais, là il y avait un truc qui venait. Et puis j'ai cherché sur internet et ce que je vivais, ça se décrivait, c'était les phobies d'impulsion. Et que ça pouvait être lié à des phases... Alors, je dis pas que j'étais dans une dépression postpartum parce que je pense pas. Vraiment, la dépression c'est quelque chose de très... tu manges plus, tu t'occupes plus de ton enfant. J'étais vraiment pas là-dedans. D'accord. Mais j'ai eu cette phobie-là qui s'est installée. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était une phobie, donc que c'était des pensées, donc que c'était dans ma tête, et que donc, en retravaillant sur mes pensées, je pouvais générer de nouvelles émotions et m'en débarrasser. Du coup, quand j'avais cette pensée qui arrivait, c'est hop, c'est une pensée. Ça veut pas dire que t'es en train de devenir folle, c'était une pensée. C'est normal, ça existe beaucoup pour les femmes enceintes, donc je me suis dit, bon, tout va bien. Tout va bien. On a repris nos nouvelles habitudes, j'ai repris le travail et j'ai arrêté d'allaiter mon fils. Et avec l'arrêt de l'allaitement, il y a eu une chute d'hormones. Et là, tout de suite, la félicité, en tout côté un peu portée, un peu animale, un peu primaire des premiers jours, j'étais plus portée par ça. Donc là, j'ai vraiment senti qu'il se passait un changement. Et je me suis retrouvée du coup au stade avant la grossesse. C'est-à-dire moi, avec moi-même, mais en ayant vécu tout ce que j'avais vécu de transformation, de sensations, de connexion avec mon ventre, etc. Et là, je sentais que il y avait un truc qui allait pas. Sur le premier plan, tout allait bien. Vraiment, mon fils adorable, mon mari présent, tout le monde, tous les amis aux petits soins et tout. Mais en arrière-plan, il y avait un truc. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. Comment ça se fait qu'avec tout ce que tu as, tous les cadeaux de la vie, t'arrives pas à te sentir vraiment heureuse, t'arrêtes pas à te sentir en plénitude. Tu te sentais mère ? Ouais, je me sentais mère, mais je me sentais aussi épouse, je me sentais aussi collaboratrice, je me sentais trop de choses. Et en fait, je voyais tous les rôles que je jouais, mais je savais pas qui j'étais. Je savais plus qui j'étais. Et en fait, il y a eu un élément déclencheur, c'est que je regardais une série, j'étais posée avec mon mari, tranquillement, et puis d'un coup, j'ai ressenti des douleurs dans mon corps. Alors au départ, je sentais plus mes jambes, j'arrivais plus à marcher, j'avais mes jambes qui m'avaient lâchée. Et puis donc je me suis allongée, je me dis ça va passer, bon, on se met devant la série, puis là je sens mon dos, une douleur qui commence à m'envahir, qui me prend tout le dos, et qui commence à envahir ma cage thoracique, mais à m'oppresser, quoi. Vraiment le truc où j'arrivais plus à respirer. Donc là j'ai dit à mon mari, écoute, je peux pas, là je me lève, faut que j'aille m'allonger. Je me suis mis dans mon lit, j'ai commencé à paniquer parce que j'arrivais plus à respirer. Crise d'angoisse. Ouais, crise d'angoisse. Mais vraiment, je me sentais paniquée sans aucune raison et je me sentais surtout incapable de respirer. Je sentais que j'étais oppressée. Donc j'ai pris un oreiller, j'ai hurlé, j'essayais d'hurler, mais je sentais que j'arrivais pas. C'était très fort. C'était très intense et voilà, douleur, crise,
peur très très forte. Quels étaient les mots dans ta tête à ce Oh bah moment-là? là, après, en fait, il n'y avait pas de mots, c'était juste j'ai mal, je vais mourir. Enfin, c'était vraiment, je me sentais pas bien du tout. Même je vais mourir. Ah ouais, là, je suis en train de devenir folle. En plus, mon mari, qui était en train de paniquer, qui avait le téléphone à la main, qui me dit « J'appelle les urgences psychiatriques ou quoi ?» Je dis « Attends, là, j'ai besoin de me calmer, là, laisse-moi gérer ça. » C'était comme un burn-out, c'était Ouais, comme... alors j'ai pas eu d'expérience de burn-out, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu de ça, quoi. Et, un trop-plein. Une implosion, vraiment. Et donc là, je me suis concentrée, il y a juste un moment où je me suis dit, respire, ça va aller. Et du coup, tu vois, j'ai maintenu ça, mais pendant une éternité, peut-être 1 heure, à juste me dire, respire, ça va aller, pour réussir à m'apaiser un peu. Puis après, bon, il y a mon mari qui est venu, on a pu discuter. Je lui ai dit, pour tout ce qui va pas, j'avais l'impression de lui déverser mon trop-plein de « J'ai besoin que tu vides le lave-vaisselle, que tu m'aides un peu plus, j'ai besoin que tu m'écoutes ou que tu me parles. » Enfin, des choses vraiment... de charge mentale. Ouais, tous les besoins que j'avais pas exprimés au moment où ils étaient arrivés. En fait, là, j'étais en train de vider mon sac. Donc, il s'est pris un peu tout en pleine phase. Donc, c'était un peu... ça n'est pas très agréable pour lui sur le moment. Il a accueilli. Il m'a laissé dire, ouais, il m'a laissé faire. Et puis, et quand j'étais justement en train de me concentrer sur ma respiration, je me suis vue comme exploser, comme si j'avais fait exploser ma structure, ce qui me composait jusqu'à maintenant, et que j'avais la possibilité de voir ce que je voulais garder et ce que j'allais laisser en fait, et ce qui m'appartenait pas. Mais c'est comme si, tu vois, c'était une espèce d'armure en métal qui avait complètement explosé. Ouais. Et je me suis sentie... Après cet épisode-là, je me suis sentie extrêmement fatiguée, extrêmement faible. Vraiment, j'avais plus d'énergie. Et c'était un mardi, donc c'était en plein milieu de la semaine. Et le lendemain, je devais aller travailler. J'avais repris mon travail avec un rythme même assez intense parce que je devais accompagner des gens qui étaient en suppression de poste. Donc je m'étais dit, bon, peut-être qu'il faut que tu en parles à des gens. Et donc j'avais pris un rendez-vous chez un psychologue, parce que dans le cadre du travail, on avait le droit à une écoute psychologique, vu la période compliquée qu'on traversait. La psychologue, en fait, me dit, mais vous avez déjà entendu parler des neuroatypiques, vous avez déjà fait un bilan neuropsy? Je fais, non, je sais pas ce que c'est, je connais pas, je sais pas de quoi vous me parlez. Non, parce que vous avez une pensée en arborescence, voilà, elle me dit, je suis pas spécialiste, donc c'est pas moi qu'il faut voir, mais vraiment... peut-être que ça vous ferait du bien d'aller faire un bilan neuropsy pour voir un peu comment votre cerveau fonctionne, ou ne serait-ce que comment vous pensez. Donc j'ai contacté une neuropsy, et puis je finis par lui envoyer un texto. Je veux qu'on bloque une date pour le test, en fait je sens que j'en ai besoin. C'est à l'issue de ce test que j'ai découvert que j'étais zèbre neuroatypique, au potentiel, surdoué, HQI, enfin tout ça. Le test, le jour J, t'étais dans quel état le jour J, surexcitée, et en même temps j'étais très anxieuse. Je me disais, mais si je rate, alors je sais qu'on peut pas rater, entre guillemets, un test qui n'est là que pour nous donner un indicateur, et que bien sûr il y a que c'est pas forcément fiable à 100%. Bref. Et en fait, ce que j'avais fait la veille, je m'étais écrit, écoute, si tu as un score inférieur à 115, donc 115 c'est, on va dire, ça commence à être intelligent, bien. Oui, ça commence à être un bon score. Je dis, si tu as un score inférieur à 115, c'est pas grave, tout va bien, c'est juste que c'est pas cette piste-là, on en trouvera une autre, mais voilà, il y a pas de difficulté. Toi, tu voulais chercher des réponses à quoi ? À ton mal-être ? À mon mal-être, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi ? Pourquoi est-ce que je pars dans tous les sens ? Pourquoi j'ai vécu tout ça si dur ? Est-ce que je suis folle ? Enfin, il y avait plein de choses en fait. S'il y a un test qui peut m'apporter des réponses ou me dire pourquoi mon après-grossesse je le vis avec autant d'intensité, autant de difficultés, parce que je fonctionnerais différemment, ça apporterait quand même pas mal de réponses en fait. Et en fait... j'ai lu le livre de Jeanne Siofachin, alors Trop intelligent pour être heureux. J'ai pleuré à chaque page, mais je me suis dit, c'est pas anodin de se sentir aussi concernée, aussi émotive. J'avais l'impression qu'elle parlait de moi. Je me disais, là, il y a quand même quelque chose de sérieux, il y a une piste sérieuse. Donc voilà, juste avant de passer le test, je m'étais dit, bon, si t'as au-dessus de 125, ça confirmera juste ce que tu pensais, c'est-à-dire que tu as une intelligence un peu atypique qui te fait sentir des choses différemment, qui valide un peu ton hypersensibilité. Donc je m'étais noté ça.
Et puis j'ai passé le test, et le jour même, elle me dit bah oui, donc là, vous avez 2 scores qui sont largement au-dessus de la moyenne, 2 qui sont pas loin, donc ça fait un QI hétérogène, mais globalement, oui, vous êtes bien au potentiel. Mais c'est vrai, tu vois, j'avais le truc de la clé qui ouvre toutes les portes d'un coup, quoi. Et t'arrivais à le croire? Au départ, non, au départ, je me dis... Mais il y a une erreur, oui, mais du coup, est-ce que... Enfin, ça vaut quoi? Bon, et en fait, je suis sortie de là et j'ai senti que mes jambes me lâchaient à nouveau. Tu vois, là, j'ai dû m'asseoir pour... Et là, j'ai commencé à intégrer. C'est-à-dire à me dire, ok, enfin, je sais pas si c'est une façon de réaliser, mais c'est de dire, écoute, t'étais venu pour chercher des réponses. Tu as ta réponse. Du coup, est-ce que ça te fait revoir ta vie différemment? Clairement. Est-ce que ça te donne des clés de compréhension? Clairement. Est-ce que ça explique tout le reste? Non. Mais déjà, tu as quelque chose qui te valide dans ton identité. Ça a été, je pense, le début de ma construction identitaire. C'est-à-dire ça, je le prends parce que ça résonne tellement avec plein de choses que la Isabelle que j'ai jamais vraiment connectée ou avec laquelle je me suis jamais vraiment retrouvée, ben là, on va partir de cette base-là, et puis ça déjà c'est une base un peu solide, quoi, un peu claire. Ça veut pas dire que ça me définit, mais c'est quelque chose que je prends pour moi, et je le prends juste pour moi, et je le prends pas pour les autres. Tu vois? Donc c'est ça a beau. été... Ah ouais, non, c'est... Et avec cette clé-là, je peux mieux me comprendre, parce que du coup, ce qui s'est passé avec ma crise, ma pseudo-implosion, explosion, c'est que j'ai vraiment senti que j'avais besoin là de me retrouver moi, et de plus être là pour les autres, ou de plus être une mère, une épouse, une collaboratrice, quoi. J'avais besoin d'être moi. Et c'était la première fois où j'ai ressenti ce besoin vraiment fort, où je me suis dit, là maintenant, j'ai plus d'énergie à donner aux autres. Mon travail, ça va être qui est-ce que moi je suis, et qui est-ce que j'ai envie d'être, en fait, globalement. Et les autres, bah là, ils vont passer au second plan. Là, ils vont vraiment clairement passer au second plan. Là, c'est moi qui ai besoin d'aide, c'est moi qui ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et quand tu rentres chez toi, il y a donc ton mari. Ouais. Et tu lui annonces, tu lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit alors, je lui fais bah écoute, voilà, bah oui, du coup c'est ça. Puis je lui dis mais toi t'avais passé, parce que je savais qu'il avait passé aussi un test de QI. Mais longtemps avant. Mais un peu avant, et puis on en avait vraiment pas parlé parce que c'était assez intime. Et je lui dis mais dis-moi ton score, parce que du coup, voilà, je dis. Et là il me dit. Je fais ah ouais, d'accord, enfin, t'as quand même un score pilier homogène. Donc tu vois, je me dis ah là, du coup, je comprends pourquoi dans 2 types d'intelligence atypique, on fonctionne complètement différemment. Ça peut aussi expliquer pourquoi moi j'arrive pas à tenir un raisonnement cartésien ou quelque chose où j'ai pas un esprit critique qui est hyper développé, alors que lui, la Ferrari qui fonce, quoi. Tout est facile. Et donc tu découvres que vous êtes un couple de zèbres. Ben, c'est ça. Et du coup, j'ai pensé tout de suite à mon fils. Là, quand même, statistiquement, il y a des chances que il soit aussi concerné par la question. Après, c'est pas histoire de dire j'ai envie que mon fils soit surdoué ou qu'il ne soit pas, je m'en fiche. C'est juste que si je peux l'aider à trouver la clé que j'ai mis 30 ans à trouver quand même, si je peux lui apporter dès le départ, je pense que ça peut lui donner un grand coup de pouce, tout simplement. C'est une couleur dans la palette, quoi. Ça ne nous définit pas, mais quand même. S'il s'avère qu'il est aussi comme nous, ce que je lui souhaite pas forcément parce que c'est pas toujours facile à vivre non plus, mais en tout cas qu'on puisse l'accompagner sur ce chemin-là, quoi. Depuis que je me suis rendu compte que je faisais partie de cette grande famille des zèbres atypiques, caméléons, neurotypiques, neurodivergents, enfin, ou autres, c'est une façon de voir le monde, encore une fois, parce que ce n'est qu'une étiquette que l'on pose sur une réalité, mais... Donc toi, ça fait 6 mois là que tu le sais. Quel regard tu portes différent sur les choses? Qu'est-ce qui a changé, l'Isabelle d'aujourd'hui et l'Isabelle d'avant? En fait, c'est que ça a été un gros coup de pouce pour me reconnecter à ma valeur, de ce que je suis, en fait. Est-ce que tu as toujours le sentiment de ne pas avoir de valeur, de ne pas être assez? De ne pas être assez. Jamais être assez pour mériter? Jamais être assez pour mériter, jamais être assez pour faire vraiment plaisir, jamais être assez... En fait, j'avais l'impression que j'étais toujours à côté, c'était jamais assez bien. Et en même temps, je sentais que je faisais ce que je pouvais, mais comme j'avais cette idée de la perfection avec des standards très hauts, que je savais que c'était atteignable, tu vois, j'étais dans une espèce d'échec permanent et donc de dévalorisation
tout le temps. Et ma petite voix intérieure, en fait, finalement, c'était tu vois, tu t'es encore planté, là, tu devrais te bouger les fesses quand même, tu pourrais faire un peu plus. Là, tu sais que ce bouquin, tu l'as pas fini. Là, franchement, tu connais pas le sujet, donc ne t'y aventure pas. Pendant très longtemps, ça a été que de la censure. Et là, il y a un truc, je pense que ça a joué dans la confiance en moi, mais pas que. Il y a plein d'autres éléments qui ont fait que. Mais ça a été, t'es pas plus bête que la moyenne, t'as même une intelligence qui est mathématiquement différente, donc on va un peu se calmer sur l'autocritique, l'autocensure, l'autojugement, et puis on va découvrir, en fait, on va se redécouvrir autrement. Ça a été une partie qui m'a aidée à sortir du paradigme de moi, les autres, quoi. Maintenant, non, c'est moi, si je veux être bien, si je veux aimer comme il faut, si je veux aimer à la mesure de ce que j'ai envie d'aimer, il faut d'abord que je m'aime moi. Si je veux contribuer à la mesure à laquelle je veux contribuer, il faut déjà que je contribue pour moi. Ça a changé la donne. Ouais. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'autorises que tu t'autorisais pas du tout, par exemple ? Je m'autorise à voir ce que je fais de bien. En tout cas, ce que je fais, je m'autorise à me dire que ça a de la valeur pour ce que c'est. Moi, j'étais très créative, j'écris pas mal de textes, je chante beaucoup, je fais plein de petites choses comme ça dans mon coin, et je m'étais toujours dit, ouais, mais t'écris pas comme... voilà, il y a tellement de gens qui écrivent mieux que toi, il y a tellement de gens qui chantent mieux que toi, enfin, ça vaut rien ce que tu fais. Cette compétition et ce jugement, ça m'a fait tellement de mal, ça m'a apporté rien de bon, donc maintenant, c'est de dire, je m'autorise à voir les choses pour ce qu'elles sont, sans forcément rentrer dans un référentiel de atteindre une perfection, quoi. Et avec ton fils, où tu disais que tu voulais être la mère parfaite, qu'en est-il de cette perfection par rapport à ton fils ? Est-ce que tu t'autorises là, clairement, j'ai abandonné l'idée. Vraiment, je me suis même dit, tiens, d'ailleurs, il faudrait peut-être que tu lises quelques bouquins sur le développement de l'enfant, parce que là, t'es un peu à la ramasse. Et depuis 6 mois, qu'en est-il de ce que tu expliquais au début de l'interview, de ta suradaptabilité qui était devenue presque ton naturel ? Je pense qu'on n'abandonne pas des vieilles habitudes si facilement. En tout cas, je sens que j'ai changé de référentiel. Comme tout est très récent, je suis vraiment en processus, donc j'ai pas de recul pour dire... pour faire, je sais pas, un retour d'expérience, tu vois, je suis vraiment encore dedans. Mais c'est beau de te voir, t'es en plein cheminement. Ah ouais, mais puis vraiment, j'expérimente encore tous les jours. Et puis aussi, j'ai de la valeur pour moi, donc le jugement et la comparaison avec les autres, ça sert à rien. Enfin, il y en a déjà sur quoi on se comparerait et pour quelle compétition. Enfin, tu vois, il y a un truc absurde qui a fini par émerger en me disant, mais... Et voilà, donc là, en fait, mon quotidien, ça consiste à me dire, ok, ce que je pense a de la valeur, ce que je dis a de la valeur, mes choix ont de la valeur, ce que je décide a de la valeur, et vraiment, je sens que tant que ça sera pas installé, ça sera pas en pilotage automatique, quand j'ai envie de le dire, la tentation d'aller répondre aux besoins de l'autre, elle sera encore là. Donc là, je suis vraiment en train de mettre en place un nouveau système qui me plaît plus que l'ancien, je dois dire. Et tu dirais quoi, que s'il n'y avait pas eu cette grossesse, peut-être qu'aujourd'hui tu serais toujours... s'il n'y avait pas eu ce moment où tu avais pu ressentir ta connexion avec ton corps... Clairement, j'aurais pas eu cette accélération dans ma quête d'identité. Je pense que vraiment la grossesse a été un accélérateur vraiment dans cette urgence de me reconnecter à moi, vraiment. Et c'est peut-être plus prononcé chez les HPI, on a, je pense, beaucoup de quêtes, vérité, identité, des choses très très fortes. Et ma quête d'identité, je l'avais un peu mise en sourdine pendant les 10 dernières années, où j'ai été dans la vie active, où je construisais mon couple, etc. Et elle est revenue, mais tu vois, comme quelque chose d'une évidence, quelque chose à urgemment résoudre, si je voulais pouvoir accompagner un petit être, quoi. C'était un peu... Je ne pourrais pas être une bonne mère, dans le sens vraiment comme je le pensais, si j'étais pas moi-même. Et du coup, la grossesse, mais... J'ai aussi une énergéticienne qui m'a beaucoup aidée aussi pendant, justement, après mon effondrement un peu. Donc là, ça m'a aussi aidée à lâcher un peu le côté rationnel. J'ai dit, mais là, je rentre dans un cabinet avec une dame, elle pose ses mains, je sens des trucs.
Et ça fait bouger des choses en moi. Et je suis arrivée chez elle, j'étais à plat, mais à plat. Je ressors de chez elle, j'avais retrouvé un niveau d'énergie normal, comme si j'avais pas eu une crise d'effondrement, quoi. Je me dis, bon, côté rationnel, oui, le cerveau, tout ça, voilà. Ouais, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. Et il y a aussi cette idée de, t'as pas forcément les réponses à tout, ou tout ne s'explique pas forcément avec la science ou avec un raisonnement rationnel. Et ça, c'est quelque chose que je finis par accepter parce que ça fait vraiment partie de moi maintenant. Et ça, c'est une autre facette de mon identité aussi. Je me dis, bon, ok, le fait d'avoir découvert le monde des hauts potentiels, des zèbres, des surdoués, c'est de dire, il y a une complexité qui nous dépasse, mais il y a aussi des choses... je sais pas comment l'exprimer, mais je suis pas la seule à ressentir ces choses-là. Je suis pas toute seule à me dire que voilà, il y a un destin, c'est pas un destin, il y a un monde de l'invisible, il y a des forces, il y a des... Après, je sais que tous les voilà, on a beaucoup de divergences dans tous les types de douances qui existent. Toutes les personnes douées ne ressentent pas ces choses-là, mais je crois qu'on a un côté mystique fort, que certains compensent par une hyper-rationalité, je pense aussi, que d'autres vont peut-être dans des mondes qui sont trop déconnectés de la réalité, on va dire, purement matérielle que l'on vit. Et en fait, ça m'a réconciliée avec tout ça. On va dire, la clé HPI m'a dit, ouais, en fait, c'est possible de réconcilier ces deux mondes, le rationnel et le monde des esprits, juste en acceptant qu'il n'y a pas de vérité établie, quoi. Parce qu'on dit qu'on a les sens un peu exacerbés aussi, et c'est vrai, hein, moi hyperesthésie, et je pense qu'en fait, le ressenti des énergies, je pense que ça fait partie de cette hypersensibilité, de se dire, dans les contacts humains, on sent des choses, ou dans les contacts avec la nature, on sent des choses peut-être plus facilement, on s'y connecte peut-être plus facilement du fait de nos facilités. Encore une fois, la clé HPI m'a aidé à légitimer un peu ce que je ressentais. Légitimer, tu vois. Oui, des choses où on pourrait penser qu'on est fou. Qu'on est fou, qu'on vit dans notre tête et qu'on n'est pas adapté. Je me suis rappelé vraiment cette phrase que j'avais eue dans ma tête, soit je m'adapte, soit je meurs. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais tuée en m'adaptant et que je pensais que l'adaptabilité allait me sauver, et en fait, c'est juste ce qui m'a déconnectée de mon identité. Et pour conclure, quel conseil tu donnerais à ces futures mamans qui sentent effectivement un décalage, qui se sentent en décalage, et quel conseil tu pourrais donner aux femmes, parce qu'il y a une vraie différence entre hommes et femmes aussi. Ouais. Le message peut-être, ce serait de s'écouter soi avant tout. On se sent certainement emprisonné dans des rôles de société, à devoir jongler avec énormément de casquettes, à accumuler des obligations. Et je pense que quand on décide à un moment de faire voler tout ça en éclats, en se disant ok, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi, sans se soucier des étiquettes, du regard des autres, etc. Quand on se rappelle que c'est nous-mêmes qui avons de la valeur avant tout pour nous-mêmes, on gagne une liberté, je pense, assez exceptionnelle. Voilà. Merci Isabelle pour ton récit, pour ton histoire très très touchante, ta sincérité, c'était très beau, je te remercie beaucoup. Merci à toi, vraiment. Avec grand plaisir, merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie infiniment Isabelle pour nous avoir confié avec autant d'authenticité et de simplicité son histoire de femme et de mère zèbre. Et bien sûr, merci à vous tous du fond du cœur d'avoir écouté son histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et à la partager autant que vous le voulez. Et découvrez toute l'actualité du podcast et les infos sur le récit d'Isabelle sur le compte Instagram d'Atypique People, atypique_people. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à midi pour une nouvelle histoire. En attendant, n'oubliez jamais que la différence est une incroyable richesse et non une faiblesse. Alors croyez en vous. Je vous embrasse.